et bienvenue dans ce 90e podcast Manchester Devil. On est au sortir du match contre Arsenal qu'on vient de sortir. Pour faire plaisir à Dama, on a tapé les petits frères. Donc on va revenir sur le match, on va faire un petit point mercato, et avant tout ça, je profite de vous rappeler que Manchester Devil, c'est pas qu'un podcast, c'est également un site et un forum internet. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le forum pour partager un petit peu les avis de tout le monde, c'est sympa d'écrire un petit peu ce qu'on pense sur l'équipe, sur les matchs, etc. Ça laisse un petit peu plus de traces dans l'historique. On a également un compte X pour ceux qui nous suivent, et un compte Facebook un petit peu moins actif, mais toujours présent. Donc ce soir, je suis avec Mohamed. Salut Mohamed. Bonjour à tous, ravi d'être de retour et avec une élimination, enfin, on élimine Arsenal chez eux à 12 contre 11, ça fait plaisir. Non, 12 contre 10, on y reviendra. Pardon. Et salut Adama. Salut à tous, ça reste les petits frères. Moi je sais pas ce qu'on leur trouve à chaque fois à eux. Ils sont soi-disant une équipe qui doit jouer pour le titre. Je trouve pas qu'on est largement moins bon qu'eux. Non, mais on y reviendra, mais c'est parce qu'en fait, les bandeurs, c'est que les présentations. Les bandeurs, c'est les bandeurs d'Arteta, c'est pas les bandeurs de cette équipe, mais on y reviendra. C'est surtout pour ça. Alors, dans la petite programmation de ce podcast, on va d'abord rapidement vous répondre sur Bruno, parce que vous nous avez lâché beaucoup de commentaires sur Bruno, donc on va juste vous répondre, parce que c'est plutôt cool. On va forcément parler du match, et comme j'ai dit tout à l'heure... J'avais dit qu'il avait fait un bon match, moi, perso. Adama il a peur, ça sort le bouclier. Non, j'ai pas peur. J'avais dit 6 sur 10. Moi, j'avais dit qu'il avait fait un bon match, il n'y a pas de rétropédalage. C'était moi, justement, qui avait lancé sur Bruno, et j'avais dit qu'il avait fait un bon match. Et j'étais d'accord avec toi. Moi, j'avais aimé son match. Après, certes, il y a eu débat, et j'ai dit que, contrairement à d'habitude, c'était mieux. C'était pas le match du siècle, mais c'était beaucoup mieux. Et je maintiens, et je persiste, je maintiens, je tamponne, je signe, tout ce que vous voulez. C'était pas un excellent match, c'était un bon match. Donc ceux qui attendent qu'on dise que c'était un excellent match, qui mérite le ballon d'or, ben non. Non, il y a un juste milieu. Est-ce que c'était un bon match? Oui. Est-ce que c'est suffisant pour le capitaine de Manchester United, ce qu'il doit proposer? Non, il a joué comme un milieu de terrain d'une équipe qui est 14e, ce qu'on est aujourd'hui. Donc, non, je suis pas d'accord là quand même. Il a bien fait, et franchement, son match face Liverpool. Oui, mais est-ce que tu le ressors lui par rapport à il a pas joué comme un capitaine d'un club 14e, je suis pas d'accord. Mais est-ce qu'il y avait S'il fait ce genre de match plus souvent face au gros, on ouvrirait moins notre bouche sur lui, je vous le garantis. C'est pas parfait, parce qu'on sait que en fait, moi là sur le match face Liverpool, j'ai retrouvé le Bruno qu'on avait sous Ole Gunnar, tu vois. Il y avait du déchet. Il y avait de la gestion du tempo, il y avait des passes intéressantes, il y avait du contrôle, ce qu'on n'a plus vu depuis très longtemps, et voire même sous Ten Hag, on ne l'a jamais vu. Mais là, c'était un bon Bruno. Pas, comme tu as dit, pas exceptionnel, mais si j'ai ce Bruno-là chaque semaine, je suis content. Est-ce que c'est lui qui sort du lot par rapport à... Est-ce que Non, c'était Ugarte. C'était Ugarte Mainou la semaine dernière. C'est tout. C'est bien ça qui me dit que, en fait, moi j'en attends beaucoup plus, et il a joué clairement, oui. Voilà, mais quand tu vois ses derniers matchs, ou voire même ses dernières saisons, c'était quand même, tu dis la même énergie, c'était quand même à souligner son meilleur match la semaine dernière, c'est tout. Bien sûr, et les gens se pensent... C'est ce qu'on a fait tous les deux, c'est ce qu'on a souligné ça tous les deux. C'est Antoine qui nous a dit... Mais je pense que c'est ce que c'est Antoine qui avait le plus tiré. Moi, je maintiens, j'avais annoncé un 6 sur 10, c'était dans le podcast, je redis la même chose, 6 sur 10, pour moi c'est un match 12 sur 20. Donc voilà, après c'était... Je te suis pas sur le 7, 6... Ok. Allez, on clôture le sujet. L'idée, c'était pas de faire un débat de 2 heures, c'était simplement de dire qu'on a bien lu vos commentaires parce qu'on a senti qu'on avait heurté la fanbase de Bruno. Bisous à vous. Ouais, et simplement, c'était... Les ânes ont répondu. Voilà, et c'était simplement la petite réponse parce qu'on vous dit qu'on vous lit en commentaire et c'est vrai. Donc voilà, on clôture simplement ce sujet et on peut faire le lien directement avec le match puisque Bruno, d'ailleurs, a marqué pendant ce match qui s'est clôturé 1-1, qu'on gagne au penalty avec un grand Bayendir, d'où le titre. Merci Bayendir, qui est du podcast. Pour faire très simple, sans faire tout le résumé du match, on fait une première mi-temps où on se fait littéralement étouffer. Pas grand-chose à dire, à part une frappe de Mainou, et de notre côté, on se fait littéralement compresser. Sans être mis en danger quand même. Sans être mis en danger parce que notre défense... défensivement. Ouais, je vais te laisser la réponse là-dessus. On a été défensivement en place parce que, comme face à Liverpool, on a retrouvé une défense pas mal à 5, vraiment en ligne solide, suffisamment solide pour ne pas être inquiété dans les
tout dernier mètre, mais par contre, sur le milieu de terrain, on s'est fait marcher dessus, quoi, ni plus ni moins. Ouais, on n'arrivait pas à ressortir le ballon, clairement. On n'arrivait pas à ressortir. Maïnou a tenté une frappe à un moment donné sur un petit enchaînement sympa, mais rien d'exceptionnel. On se retrouve à la mi-temps, on se refait marcher dessus, puis une contre-attaque, une bonne passe de Garnacho en retrait envers Bruno Fernandes qui fait une très belle finition, frappe enroulée côté droit, impeccable, ça rentre. On mène 1-0, on se dit alors peut-être, tout va bien. Puis il y a Dalot qui fait du Dalot. J'étais serein, frérot. J'étais serein avant justement le carton parce que je me suis dit on ouvre le score contre le cours du jeu quand même. Ouais. Et je nous trouvais en place. Arsenal, vraiment, ils avaient la balle et ils nous pressaient. Ils arrivaient ils nous empêchaient de contrer et de monter d'avoir un bloc un peu plus haut sur le terrain. Mais ils n'étaient pas dangereux. Non. Jusqu'à, je te laisse terminer. Dalot qui avait déjà un carton jaune parce que l'arbitre a distribué un nombre de jaunes incroyable. Il va croire que c'est un fan de cartes, peut-être fan de cartes Pokémon. Il a ouvert un booster ce soir parce qu'il a distribué pour tout le monde. Donc Dalot a pris son deuxième jaune face à un tacle, puis en avant. Alors, il touche quasiment pas son joueur, mais c'est un geste dangereux. Donc, dans tous les cas, tu le mets, tu le mets pas. Non, rouge non, mais moi bien sûr que si, deuxième jaune. Au revoir. Oui, non, mais en deuxième jaune, mais pas direct. Tu mets pas un rouge direct. Tu mets pas un rouge direct. Mais là, il a mis deuxième jaune. Oui, non, mais je veux dire, vu que tu dis jaune rouge, c'est pas une faute flagrante. Enfin, à vitesse réelle, moi j'avais dit, je pensais même pas qu'il y avait faute. Je me suis dit, il touche là, il prend la balle. Bah, même sur le ralenti, tu vois qu'il le touche pas, mais en fait, il vient lancer, il maîtrise absolument pas son tacle. Bon, en tout cas, moi, un jaune ou pas, j'aurais été, pas choqué de pas avoir de jaune et pas choqué de prendre un jaune. Vraiment, pour moi, ok, rien à dire. Par contre, là où Dalot il est idiot, c'est qu'il était déjà sous le coup d'un jaune, donc il prend quand même un gros risque en taclant comme ça. Et puis c'était la 55e ou 60e minute. Il sort. Encore tôt dans le match. On menait au score, il y avait vraiment pas. Il n'y avait pas besoin de t'inquiéter. ADN Manchester United, on est complètement déstabilisé. 2 minutes après, on prend un but. C'est le classico classique. Du coup, par contre, ça nous met dans le mal. Penalty de Maguire, parce que là encore l'arbitrage, on n'aime pas trop ici dans ce podcast, on n'est pas des fans de taper sur l'arbitrage, mais le penalty contre Maguire, c'est une blague. Littéralement, il n'y a pas faute. Faut pas arrêter. À un moment donné, tu peux même plus toucher le joueur. Et moi, j'ai vraiment pas l'habitude de parler d'arbitrage parce que c'est pas. Non, mais c'était flagrant aujourd'hui. C'est pas une excuse, mais aujourd'hui, t'es pas mal quand même. Ouais, quand même, tu soufflais sur un joueur d'Arsenal, il y avait faute jaune. Ça se voyait aujourd'hui en tout cas. Donc voilà, et Bayern qui fait son premier exploit, qui donc arrête la frappe de Martin Odegaard, course ridicule d'ailleurs pour tirer le penalty, faut le souligner. Ils ont tous un peu des courses un peu spéciales, un peu ridicules. En tout cas, bel arrêt de Bayern, ils étaient bien au sol. Elle était bonne sa technique de plongeon. Parfaite. Si tu veux tout savoir, il descend rapidement, il va chercher le poteau en bas, tu peux rien lui demander. C'est le spécialiste des techniques de plongeon. Je suis tout à fait d'accord, et parfaite, parce que s'il a le temps de descendre, c'est parce qu'il descend bien. Et en fait, ils ont 15 ans de carrière de gardien. J'ai jamais entendu ça de ma vie, technique de plongeon. Non, pourtant c'est un... Bref, en tout cas, c'est le tournant du match, c'est le momentum, parce qu'il y a une cassure dans le match, on devient beaucoup plus physique, il y a un vrai combat qui se met en place alors qu'on est qu'à 10 finalement. À ce moment-là. Et là où on se faisait marcher dessus juste au penalty de Maguire, d'un coup, il y a une réponse physique qui se met en place, un bel état d'esprit, on se met vraiment à se battre sur tous les ballons. Alors, on se fait quand même marcher dessus en termes de technique, mais on répond. Il y a du répondant, c'est un match qui tire un peu. 10 contre 11, c'était sûr que déjà, on avait du mal à 11 contre 11 dans le jeu, ça. Alors à 10 contre 11. Mais du coup, c'est plutôt pas mal. Ça devient un peu de roi football parce que du coup, c'est un peu attaque contre attaque, ça se joue un peu comme ça, même côté Arsenal. On termine le match à 1-1, prolongations qui sont dans la même veine que la fin du match, c'est-à-dire c'est un attaque-défense avec de temps en temps des contre-attaques de notre part, et on va au penalty. Bayern ayant déjà arrêté un penalty, tu sens qu'il est bien remonté à bloc, ça loupe pas. Confiance au max là. Ça loupe pas, deuxième tireur qui tire, il la sort. Bon là c'est bon, il les a tués. Il a tué les petits frères mentalement, ils sont morts enterrés. Tous les tireurs mettent leur but derrière, on est qualifié. Arsenal rentre à la maison. Voilà pour le topo. Avant que j'en dise un peu plus. Qui prend la parole? Allez, Mohamed, vas-y, puisque tu y étais. Tu veux que je parle de quoi? Non, je rigole. Ce qui t'a fait plaisir dans ce match? Comme tu as dit, le sens du sacrifice, l'équipe, le fait d'avoir joué en équipe, et à titre d'exemple, c'est moi sur le penalty où tu vois Maguire qui s'embrouille un peu avec Havertz, c'est toute l'équipe qui répond. On avait déjà pointé du doigt ce manque de réaction, ce manque de cohésion dès qu'il y a un joueur qui se fait un peu chahuter par les autres. Là, toute l'équipe était un peu concernée. Donc c'était intéressant. Au niveau du jeu, malheureusement, il n'y avait rien à se mettre sous la dent. Hein. Vraiment, on n'arrivait pas du tout à refaire monter le bloc, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc
Dans le jeu, même au niveau des contre-attaques, c'était pas très inspiré. Højlund, le pauvre, il a fait que du pressing dans le vent. Zirkzee, quand il est rentré, c'était un petit peu mieux, mais sans être. Non, C'était mieux parce que lui, voilà, c'était mieux, il s'est gardé un peu plus la balle. Højlund, c'est surtout dans les duels physiques, hein, même s'il a eu quelques ballons intéressants, mais pas énormes. Et à part ça, y a rien eu de spécial, quoi. C'est des faits de jeu, et que ce soit le carton, que ce soit l'arrêt de Bayindir, et ensuite les pénaltys, quoi. Donc on passe au prochain tour. C'est Leicester. Bien. Leicester à domicile. Ouais. Si, ça vient d'être tiré, on joue Leicester à domicile. C'est bien parce que la FA Cup, on est quand même les tenants du titre, donc ça fait plaisir de continuer l'aventure, même si comme par hasard on était les seuls, je crois, à être pris, à avoir tiré un gros dès le début de la compétition ou dans les premiers tours. On continue l'aventure et c'est tout. Hein, place au prochain match. Adama. Moi, j'ai pas vu la première mi-temps. Je n'étais pas encore chez moi. Et après, deuxième mi-temps, quand je voyais le scénario, je me disais, ils sont pas si dangereux que ça. Après, ils ont pas de vrai neuf, ils ont pas de vrai finisseur. Avec un vrai finisseur, je pense qu'on en prend 4 ou 5 parce qu'on a très mal Havertz, il rate. Ouais, il en rate il en rate 3 dans les 6 mètres. Ouais, hein. mais il en rate 3 il dans les joue 6 avec mètres. les mains Même, aussi. Ils jouent avec les mains, ils ont été hors jeu. Heureusement qu'il n'y avait pas de VAR. Parce que s'il y avait la VAR, il y a plein de situations qu'on aurait évité, nous, de notre côté, parce qu'il y avait des hors-jeux, il y avait des mains, etc. Et donc, s'ils avaient un vrai neuf, ouais, je pense qu'on en prend 4 ou 5. Certes, Bendir, il a fait un bon match, mais c'est parce on lui tire dessus. Les arrêts sont plutôt simples. Mais moi, je veux vraiment le mettre en avant parce que lors du match contre Tottenham, tout le monde lui est tombé dessus. Et là, quand à juste titre. Voilà, à juste titre, ouais, il prend un corner rentrant, encore heureux qu'on lui tombe dessus. Lui-même, il était pas très rassurant, alors qu'aujourd'hui, quand même, contre Il une est équipe. toujours pas très rassurant. Moi, quand je vois sa tête, oui, il dégage pas la sérénité, c'est clair, mais je veux dire là, du tout. Il manque d'une aura, en fait. Il a quand même réussi à s'imposer plus facilement dans les airs face à une équipe qui justement joue beaucoup de centres, de corners, tout ça. Donc ce sera jamais l'assurance tout risque. Hein. D'ailleurs, Onana non plus, tu vois, et Derrea non plus, et on va pas refaire le débat, mais on n'a pas de gardien ultra rassurant dans les airs, et j'ai l'impression que peut-être, de toute façon, ce qu'on aura vraiment une fois un gardien, parce que c'est le jeu de la première ligue, j'ai envie de dire. Donc voilà, du coup, tu m'as coupé, je sais plus ce que je voulais dire. Tu as mis la lumière sur Bayindir. Ouais, mais je voulais redire un truc sur Bayindir, mais après, j'ai oublié. C'est pas grave. Quoi qu'il en soit, on a marqué en premier. Je me disais, bon, c'est bon, ça va le faire. Et là, ouais, Dalot, il nous met dedans. Même si, au final, je pense que c'était un mal pour un bien. Parce que peut-être que même s'il était là, pas sûr qu'on aurait tenu. Parce qu'on aurait joué différemment. On aurait plus joué nos contre-attaques. Et eux, inversement, ils auraient mieux joué leurs attaques placées. Donc, ce serait plus découvert, ouais, peut-être. Ouais, donc en tout cas, très content. Oh, je suis pas sûr. Hein. Très content de la gestion. De toute façon, on peut pas le savoir, mais très content de la gestion du match, notamment des joueurs et de l'entraîneur. Donc voilà. On tape les petits frères. Ce qui est normal pour moi, ça fait un moment que c'était plus arrivé. Ouais, ouais, mais en fait, ouais, voilà, c'est bon, je sais où je voulais en venir. C'était les coups de pied arrêtés. Le match de championnat, s'ils n'avaient pas les coups de pied arrêtés, on faisait jeu égal. On était dedans. On a fait un meilleur match en championnat qu'aujourd'hui, je trouve. Ouais, et on D'ailleurs, était dedans. J'ai pas retrouvé une équipe qui a eu une semaine de préparation comme la semaine dernière face à Liverpool où clairement il y avait un schéma en place. Là, je nous ai trouvé bons, solides défensivement. J'ai pas l'impression qu'il y a eu du travail toute la semaine sur les principes de jeu de base d'Amorim. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pas retrouvé. Ou peut-être que parce que Arsenal a réussi à bien nous étouffer au début. Et un truc qui m'a beaucoup dérangé, c'était le fameux centre de haute garde là qu'il a réussi à faire 8 ou 10 fois, à chaque fois croisé deuxième poteau. On n'a pas réussi à le défendre. Tout simplement que ce soit empêcher haute garde de centrer ou même
suivre le gars qui plongeait au deuxième poteau côté Gunners. Ce que j'allais te dire, c'est qu'en fait, Odegaard a réussi à naviguer entre nos deux lignes défensives. C'est-à-dire qu'il s'est mis plus en avant que nos milieux, mais il s'est éloigné de nos défenseurs centraux, chose qu'il sait faire, ça fait partie de son jeu. Et vu qu'il a un très bon jeu moyen, pas forcément long, c'est pas des diagonales où tu prends un terrain complet, mais c'est plutôt des passes qui sautent une ligne assez bien. C'est du 20-30 mètres, quoi. C'est ça. Et il a été capable on l'a laissé exprimer ce qu'il savait faire de mieux. Et comme l'a dit Adama, aujourd'hui ils ont un vrai neuf. Il a peut-être 2 ou 3 passes D, Odegaard, sur ce match, sans difficulté. Donc après c'est difficile en fait à défendre. Alors ce que je peux comprendre c'est que ouais, mais quand le gars il te le fait 8-10 fois. Ouais, mais en fait il est hors zone. Donc déjà on défend différemment parce que il y a la VAR et pas la VAR. Là il y avait pas la VAR. Donc tu fais confiance un peu à l'arbitre. L'arbitre, je pense, s'est planté plusieurs fois. Il y avait plusieurs fois où ils étaient hors jeu. Malgré tout, il a laissé jouer. Donc psychologiquement déjà tu défends pas pareil. Et je pense que cette semaine à l'entraînement il a dû surtout insister sur les coups de pied arrêtés. Peut-être. En tout cas, les 5 derrière étaient bien en ligne à chaque fois au niveau des actions défensives. Ils en ont eu combien? Ils en ont eu au moins 15 des coups de pied arrêtés. Ouais. Voilà. Ouais. Maguire de Ligt impérial sur les duels aériens. C'était incroyable. Tu spoil, mais j'avais envie de parler un peu tout à l'heure après Bayern. Moi, quand je reviendrai un peu sur le match, j'avais envie de parler de Maguire parce qu'il a fait un gros match. D'ailleurs, il a été applaudi à sa sortie, pas pour rien, parce que franchement, belle presta. Donc, malgré le penalty qui est injuste, je trouve. Clairement. Clairement. Mais le penalty. Le pire, c'est devant l'arbitre. C'est ça le pire, moi, qui me. Et puis, ils n'ont pas hésité. Il n'hésite pas, quoi. C'est incroyable. Pour parler rapidement du match, ce que moi j'en ai pensé. Défensivement, vraiment solide, ça fait plaisir. Bayern dire, comme moi je suis de la team Adama là, c'est-à-dire que il fait beaucoup d'arrêts parce qu'on lui tire dessus. Il y a un manque de qualité de l'attaque d'Arsenal. Par contre, les 2 pénaltys, il va les chercher, ça c'est indéniable. Il y a rien à dire là-dessus. Donc du coup, il est mentalement au-dessus de tout le monde. Et sur ce match, c'est normal qu'il sorte homme du match. Donc moi, j'avais pas particulièrement envie de le voir dans ce match-là. Sa prestation me donne tort dans ce sens-là. Ça change pas l'avis que j'ai sur le gardien. Si on peut arriver à en tirer un bon prix cet été, j'aimerais vraiment le voir partir. Et j'aimerais qu'on parte sur quelqu'un d'autre en numéro 2. Mais aujourd'hui, notre qualification, on lui doit. Donc, merci Bayern dire. Du coup, t'as spoilé, je vais venir sur le deuxième joueur de qui j'ai envie de parler. C'est Maguire. Parce que Maguire, ça fait quelques matchs où vraiment, il bombe le torse et il est là quand on a besoin de lui. Je ne suis pas content de sa prolongation en termes de prix, parce qu'on sait quel prix nous coûte Maguire et qu'un remplaçant ne devrait jamais nous coûter ce prix-là à Manchester. Par contre, ce Maguire-là, avec un salaire un peu renégocié à la baisse, moi, je suis complètement pour l'avoir dans l'effectif. Ça me va très bien. Franchement, si on peut négocier dans un an, s'il est OK pour baisser son salaire parce qu'il sait qu'il ne prendra pas plus ailleurs, je suis très content de l'avoir et on peut le garder. En plus, il fit avec le système de jeu d'Amorim, donc c'est cool. Donc, tant qu'on a ce coach-là, moi, je suis très content de l'avoir. Et avant de parler de la partie offensive, je voulais donner un dernier big up sur la partie défensive. Encore une fois, Ugarte, match énorme. Surtout pour le coup en première mi-temps. Finalement, ça s'est plus vu en première mi-temps parce qu'en première mi-temps, il était peut-être quasiment le seul à se battre et du coup, ça se voyait visuellement. Tu pouvais pas passer à côté, quoi. Il s'est battu, il a fait l'essuie-glace, il a fait un écrémage monstrueux. Donc, encore une fois, merci Ugarte. Franchement, c'est un top parce que si défensivement aussi on prend pas l'eau, c'est parce que t'as enfin un numéro 6 qui court, qui a un volume de jeu, qui donne de l'impact, qui fait pas tant de fautes que ça au final avec son jeu, alors qu'on pourrait imaginer qu'il en fait plus. Et et ouf, quoi, ça fait du bien. C'est un 6 qu'on attendait, je pense, depuis longtemps, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est littéralement sur la lignée de ses derniers matchs, depuis qu'il y a plus de trêve internationale là, qu'il a enfin acclimaté au club. J'ai même envie de dire depuis l'arrivée d'Amorim, ou voire même Van Nistelrooy, où il a commencé à être titulaire à chaque match quasiment. C'est le meilleur joueur de l'équipe, tout simplement, en fait. Ouais, et comme tu l'as dit, enfin un 6 agressif qui fait l'essuie-glace, qui est partout, et surtout qui n'est pas un peintre techniquement, parce qu'on nous l'avait vendu comme un pur 6 et que justement il ne collait pas avec la philosophie de Luis Enrique. Moi je trouve que techniquement il est très propre. Je vais nuancer. Pas très propre. Moi je m'arrête à propre, mais je suis OK. Je suis OK avec ce titre, juste propre, pas très propre. C'est un cadre dessus. Prime, Scholes, Carrick, Busquets. Mais on nous l'avait décrit comme le gars besogneux qui récupère et qui sait pas faire une passe à 3 mètres, quoi. Ce qui est un peu vrai. Si tu lui mets un peu de pression, il te fait pas il va te sécuriser la balle et il va te faire des passes latérales ou une passe en arrière, ça
ok. Maintenant, pour la passe qui va casser la ligne, Si Maguire marque la semaine dernière à les passes Liverpool, progressives, comme ils mettent dans les stats là, voilà, c'est pas sur lui que je vais miser en premier. oui, mais il sait le faire. C'est pas sa qualité première, mais il saura le faire de temps en temps. Ouais, ils vont t'en faire une ou deux dans le match. Et encore, je suis très gentil. Alors, bien Ça me sûr, va. moi, je suis content de sa venue. Mais ça n'empêche pas, je reste toujours sur ce que je pensais de lui et ce que je vois confirme ce que je pensais de lui. Là où j'ai un petit dérangement, c'est certes, il va récupérer le ballon, il va être très actif et tout, mais vraiment, moi, c'est le côté technique. Moi, pour faire simple et pour illustrer mon propos, on avait en 6 Carrick. Là, on a Ugarte. Moi, c'est ça que je veux. Moi, c'est ce que j'attends dans mon football. C'est ce que j'attends d'un 6. Qui sache faire tout ça en même temps. Euh, Maintenant, Ugarte, bien sûr, il a ses qualités. Et il apporte autre chose que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est une très bonne pioche. Mais est-ce que c'est avec ce genre de milieu de terrain qui va te permettre de gagner la Première Ligue ou d'aller gagner une Oui, Ligue des Champions? oui. Je ne sais pas. Je te dis pas Pour non. moi, oui. Dans Je ce sais pas. système, dans le système d'Amorim, dans un 3-4 a où tu as deux mecs au milieu qui doivent couvrir beaucoup de terrain, je pense pas que bon, je pense pas que Carrick aurait fait le taf si, mais en termes de couverture de terrain, Ugarte, il est parfait dans ce système. Ouais, non, Il est très mobile. c'est pas ce que je dis. Alors, oui, pour le système, lui, il est parfait. Mais est-ce que c'est avec ce type de milieu de terrain où, quand tu vas rencontrer des équipes très compliquées de Ligue des Champions, tu vois, est-ce que c'est avec genre de milieu de terrain où tu te dis, ça va être la clé. Il va te faire une passe, il va te faire un truc qui va te débloquer le match. Non, il va Bon, en t'empêcher de tout prendre cas, l'eau. là, on Il va sort ce que t'empêcher de j'allais prendre dire, on l'eau. sort de deux gros matchs, Liverpool-Arsenal. C'est le meilleur joueur de notre équipe quand même. Après, on n'est pas encore là, Et on on n'a pas, retrouve ga- pas les sommets, on est encore, et on n'a pas gagné. certes, Officiellement, on sort sur 2 matchs nuls. mais au moins le gars est là, quoi. C'est celui qui répond Bien présent sûr, bien dans sûr. l'équipe. Donc voilà, c'est juste la petite nuance, mais malgré tout, bien sûr, très content. Faut tout préciser parce que sinon après en commentaire on va dire ouais il a critiqué Ugarte. Non non, je suis pas en train de le critiquer, juste un peu de nuance, ça fait un peu de bien, voilà. Restons Exactement. les pieds sur terre. Du coup, Ouais. je prends ça pour une passe D parce que je voulais faire une légère transition toujours dans le match sur ce qu'on a essayé de proposer offensivement. Alors, je sais que Mohamed a débuté en disant qu'on n'a rien proposé. Je suis assez OK si on parle de meilleur générique, on n'a rien proposé. Ça a été très difficile de proposer quelque chose. Je trouve qu'on a toujours pour l'instant les mêmes problèmes dans le système de jeu à la relance. Je trouve vraiment, quand on est sur notre partie de terrain, la relance vers l'autre partie de terrain est compliquée. Peut-être que un des points qui est à la fois fort et finalement pas si fort, c'est peut-être Adama qui le dit. Peut-être que du coup, Ugarte a peut-être ce manque de relance vers l'avant. Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, dans le système qui est mis en place aujourd'hui, la manière dont il est appliqué par nos joueurs qui, je le rappelle, moi j'ai un point de vue où je pense qu'on a un effectif qui est pas bon, qui est vraiment peu qualitatif. Alors, attention, on n'a pas l'effectif de 17e de Première Ligue, mais on n'a pas un effectif pour moi de top 5 de Première Ligue. Donc, quand je dis le peu qualitatif, c'est qu'il y a au moins 5 équipes devant nous. Après, vous le placez où vous voulez, entre le 10e et la 5e place, ça vous regarde. Mais je trouve qu'on a un effectif qui est peu qualitatif. Peut-être que dans ce système-là, qui, on le sait, nécessite beaucoup d'énergie et mise peut-être un petit peu moins sur des solutions individuelles, peut-être que le collectif est pas assez riche et trop pauvre. Et du coup, je suis assez gêné parce que je trouve qu'offensivement, vraiment, on montre rien. Et je vais encore venir sur une dernière chose et je vous laisse la parole si vous voulez parler un peu de la partie offensive. J'ai compté, Højlund fait au moins 6 demandes d'appel, d'ouverture. Il a quelqu'un derrière lui, ce n'est pas toujours la même personne, c'est souvent Bruno, mais il n'y a pas que Bruno. Une fois, il y a Mezraoui et une fois, il y a... Attention, tu vas te faire tirer dessus en commentaire. Je sais, j'ai pas peur. Et une fois, il y a Garnacho parce que c'est sur le but, même si Garnacho, au final, fait une bonne passe, je ne remets pas en cause la passe parce qu'il y a passe-but, donc tout va bien. Mais si vous regardez sur la passe-but, Højlund fait quand même l'appel, il est quand même pas servi, donc tant mieux. Il fait le bon en fait, il aspire le défenseur et c'est très bien en fait. Oui, mais à un moment donné, t'as le droit de le pour moi, il fait servir. pas le bon appel, Højlund, sur le but. Hein. Non, justement, Parce qu'il il fait pas l'appel pour être en fait, servi.
t'as littéralement le trio de devant là qui est en place. Il se croise. Lui, il s'exporte vers le deuxième poteau, on va dire. Alors que pour moi, il doit couper. Parce que comme ça, soit ça ouvre l'axe à Garnacho. Pas de là où il vient, il peut pas. S'il se met de là où il vient, il se met le distributeur dans son côté droit, donc il peut dans le dos côté droit. Franchement, ça m'a. Pour moi, c'est une bonne action. En fait, tu peux pas toujours des appels pour recevoir le ballon. Attention, je remets pas en cause. J'ai dit le but. Vu que je sais qu'il y a Bruno, moi j'aurais dit il ouvre l'espace à Garnacho dans l'axe et lui il fait un croisé comme ça. Si le défenseur sort sur lui, là il lui met en profondeur ou au pire, il y a Bruno comme ça arrivé. Attention, j'ai listé plusieurs occasions et il y en a une de Martinez aussi où Martinez attend pour une ouverture où il part, il est seul et c'est pas distribué. Si on fait un highlight complet du match, vous pourrez le voir. Il y a plusieurs moments et vraiment j'ai cette gêne parce que Højlund actuellement ça devient un problème dans notre équipe. Je trouve ce qui est dommage, c'est quand on était sous Ten Hag, il jouait beaucoup dos au but en point d'appui et il le faisait bien, mais il fait beaucoup moins. Il le fait mais beaucoup moins. Chez Ten Hag, il jouait que quasiment dos au but là. Non, il est plus toujours, alors que Ten Hag, il était toujours. La différence, elle est là. Ten Hag, ça a été 100% du dos au but. Là, il alterne dos au but et pas dos au but. D'ailleurs, on l'a vu 2 fois partir sur le côté gauche. D'accord? Et dont une fois où il n'a pas été servi, donc je pourrais même dire au moins 3 fois dans le match. D'accord? Parce qu'il y a une fois, c'est même lui qui centre. Enfin, le centre se fait contrer, mais c'est lui qui centre. Et j'ai vraiment un problème et je l'avais dit au podcast avant, je le dis aussi là. Je parle d'Højlund, mais c'est valable si tu mets Zirkzee à la place. J'ai vraiment un problème sur la distribution qu'on fait à notre attaquant de pointe. J'ai vraiment un problème, on a un manque de verticalité vers l'attaquant de pointe. On n'a pas une seule action où tu arrives à lancer ton attaquant en profondeur ou à le trouver sur un centre débordement. Les appels ne sont peut-être pas bons non plus. Non, il en fait quand même. Après, c'est vrai qu'on est, ce qui a été dit en commentaire, c'est vrai qu'on est quand même assez gentil avec Højlund. Non pas qu'il faille le commence à ouvrir le dossier. Non, il n'y a pas de ouvrir le dossier. En fait, ça reste un jeune joueur. Il doit pas être notre 9 titulaire actuellement. J'allais dire. On doit avoir un mec plus référencé plus en senior. Europe qui met ses 25-30 buts. Et là, malheureusement, il apprend et on attend de lui des choses extraordinaires. Donc c'est compliqué. Et il fait pas forcément tout bien non plus. Non, il fait pas tout bien, mais il fait pas non plus rien de bien. Et à un moment donné, que ça soit l'appel parfait ou pas, je veux dire, on distribue beaucoup de ballons sur des appels qui sont pas toujours bons. Pourquoi lui n'y a pas le droit? Pourquoi lui, à aucun moment, n'est jamais distribué, même quand il part? Parce qu'il a le rôle ingrat, malheureusement. Non, et je vais te dire pourquoi lui, il touche pas les ballons. L'année dernière, McTominay faisait ces appels-là et les recevait. C'est pas parce que les joueurs disaient ouais on va donner la balle à McTominay, c'est parce que McTominay faisait les meilleurs appels. Donc lancé, ouais. Bah oui. Les deux étaient souvent côte à côte. Souviens-toi combien de fois on l'a dit que McTominay. Mais pourquoi c'est McTominay qui les prenait? Parce que il a fait le meilleur appel, tout simplement. On peut pas toujours dire que c'est de la faute de Rashford ou de Bruno qui n'ont pas fait la passe, parce que c'est souvent ce qu'on va dire. Oui et non. T'as souvent des explications entre Garnacho, Højlund, Bruno, où l'autre il dit moi je l'attendais là, moi je pensais que toi tu devais aller là-bas au premier ou couper, tu vois. Et on a souvent, on le voit souvent dans ça. Donc Højlund doit progresser aussi à ce niveau-là. Et puis il faut pas oublier les gars qu'il a dans ce genre de match particulièrement, mais même depuis qu'Amorim est arrivé, même sous Ten Hag où le jeu n'est pas léché, il n'y a pas de structure à proprement parler, il n'y a pas de schéma pour l'instant, on est encore en train d'y travailler. C'est dur d'arriver, comme il a dit Adama, à 21 ans, tu sors d'une saison moyenne, on parle de Zirkzee, mais Højlund c'était aussi pareil à l'Atalanta, avec un gros prix sur le dos. En plus, 20 ans, 19 ou 20 ans, tu signes à United, la pression est énorme, donc faut être patient. Et on tourne même pas bien comme il faut l'être avec Zirkzee, même si Zirkzee intrinsèquement pour moi reste un peu plus faible que Højlund, mais il faut être patient avec les deux. Je commence un peu à réviser mon jugement. Là, son entrée, j'ai bien aimé certaines phases quand il conservait le ballon. J'aime pas quand il tire. La frappe qu'il a faite, ouais, j'ai soufflé. En fait, c'est sa seule. Enfin, moi personnellement, Zirkzee, je trouve que c'est sa seule qualité, sa conservation de balle. Il arrive à conserver la balle dans les pieds, même quand il a du monde autour de lui, ça c'est indéniable. Mais après, il a quand même un peu de chance. Hein. Sa distribution, ses frappes, ses déplacements, moi j'accroche pas. Moi, l'attaquant, je veux qu'il marque des buts. Certes, j'aimais bien Berbatov, il mettait pas énormément de buts, mais t'aimais le voir jouer, il était élégant. Là, Zirkzee, non, t'es pas élégant. Mais moi, je veux que tu marques des buts. Certes, je suis d'accord. Très bien quand tu marques des buts, mais je veux que tu marques des buts. Pour finir rapidement sur Højlund, ça va encore prendre du temps avant que dans le jeu ça soit pas dire parfait, mais qu'on le trouve
plus facilement Je préfère qu'on qu'il le soit trouve nul dans le jeu, actuellement. mais qu'il fasse de meilleurs appels, qu'il ait 4-5 occasions par match. Après, je le redis, il n'y a pas Oui, que des mauvais parce que appels. Par exemple, l'action avec Mazraoui. Mazraoui préfère donner en retrait à Garnacho qui est du même côté que lui, alors qu'il y a Højlund qui lance l'appel et qui croise devant lui. T'as plus qu'à lui lancer en profondeur. Je l'ai pas l'action en tête. Bah, parce que deuxième ça, mi-temps, Mazraoui, vous regarderez ça, côté c'est le gauche. rôle ingrat des fois de l'attaquant. C'est celui qui ouvre et qui crée des espaces ou qui attire des défenseurs. Ouais, Oui, mais, malheureusement, ouais, mais là, sur moi, la contre-attaque, ça il me est va, seul. ça. Oui, mais Oui, là, mais- sur la contre-attaque, il est seul. Tu dois distribuer, t'arrêtes pas mais l'action, tu Jérémy, reviens pas en arrière. sur ce genre de match où le peu d'action que tu as, il faut que tu sois sûr à 100% de tes choix, c'est impossible. C'est-à-dire que dans tous les cas, tu es obligé d'avoir un peu de rôle ingrat. Tu voyais bien, il pressait tout seul dans le vent. Des fois, il se retournait, il y avait personne qui suivait le pressing avec lui. C'est des pareil fois, sur souvent. ce type d'appel. Toute la première mi-temps, ouais. Souvent. Mais sur ce type de match, que ce soit Liverpool ou aujourd'hui, où tu n'as pas beaucoup d'action, c'est sûr que l'attaquant, c'est celui qui sera le plus frustré à la fin du match. Hein, ça, c'est Je vais redire quelque chose de très simple. Entre 0 et 100, il y a une proportion. Que tu me dises, clair. je lui agresse pas mes 10 centres, Clair. pas de problème. Mais que t'en restes 0, ça me pose aussi un problème, tu vois. Oui, mais aujourd'hui, tu vois bien, il- particulièrement aujourd'hui, même Liverpool, la saison, la semaine dernière, on a eu plus d'occasions qu'aujourd'hui quand même. Pourtant, mis à part Bayern, c'était la même équipe, tu vois. Ouais, en fait, c'était pas la même équipe. Parce que, mine de rien, Liverpool était plus dangereux que. Enfin, non, quoi que je dis ça, mais non. Bah non, c'est pour ça, c'est ce que je te dis. Arsenal ouais. a eu plus d'occasions sans être forcément flamboyé dans le jeu, tu vois. Ils ont eu plus d'occasions. Et nous, par contre, on n'arrivait pas à sortir. C'est ce qui fait qu'Oilund, aujourd'hui, bah, je suis sûr que là, il est dégoûté, parce qu'ok, on passe au prochain tour. Il a rien eu à se mettre sous la dent. Non, même pas un penalty, parce qu'au final, il sort et il les tire pas. Ouais. Après, vraiment, voilà, je pense pas que ce soit fait contre lui à dessein. C'est pas Non. Bruno, il se lève pas et il se dit ah non, Non. pas aujourd'hui. Moi, je voulais juste. Rashford, il joue plus, donc il peut Je plus voulais. Voilà. Rashford, là. Moi, je faut éliminer juste. Rashford. Je voulais juste rappeler une news qui était sortie sur Højlund début d'année dernière, je crois, début deuxième saison de Ten Hag. On l'avait commenté en podcast et après c'est jamais ressorti et toujours pareil à savoir si c'était vrai ou pas. C'était pas une news, c'était un leak à l'époque où il y avait encore plus de leaks que ça. Que l'équipe avait des doutes sur les qualités d'Højlund, vous vous souvenez? C'était un leak comme ça qui était sorti parce que c'était pendant un moment donné où il y avait une série où justement il y avait les stats qui montraient qu'il touchait aucun ballon, qu'il ne dépassait jamais le ballon. Et un des leaks qui était sorti, c'était que l'équipe, en gros, avait des doutes sur ses qualités intrinsèques de bon attaquant et que ça a justifié le pourquoi il était un peu mis à l'écart dans le jeu. Honnêtement, je sais pas si c'était un leak, juste quelque chose, mais avoir des doutes sur tout le monde dans cette équipe. Hein. Ça m'a simplement refait penser à ça. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne connais pas la véracité de ce leak. Je dis pas que c'est le cas. Je dis juste que ces derniers temps, ça me fait penser un peu à cette situation qu'il a déjà vécue au début de Ten Hag. Que ça s'était un peu amélioré, mais j'ai l'impression que lui, il rétropédale en fait. Moi, je pense que c'est vraiment des coïncidences. Je pense pas que ce soit fait à dessein. Je pense qu'il y a un mix. Autant nos offensifs ne produisent pas assez en volume et après en qualité, voilà, les passes que l'attaquant reçoit, c'est pas franchement exceptionnel. Et il y a aussi les appels de Lund qui doivent être mieux maîtrisés. Et voilà, donc je pense que c'est vraiment un mix des deux en fait. Ça ira mieux avec le temps. Franchement, je suis pas inquiet. Moi, je suis pas inquiet. Ça veut pas dire qu'il faut remettre en cause Højlund, mais aujourd'hui, c'est lui notre meilleure solution offensive. De toute façon, oui, on n'a pas d'effectif pour l'instant, donc après tu le tournes comme tu veux, et c'est pas la mitraillette qui, pour l'instant, va me faire changer d'avis. Il a encore fait la célébration mitraillette, on y a eu le droit encore. Juste après le pénalty. Laissez-le tranquille, merde. Quel enfer cette célébration de terroriste il là. Il met le dernier péno face à Arsenal, laisse-le un peu kiffer, il en a pris plein la gueule là. Ah, ils se sont même fait troller par la BBC qui a mis en score final 5-3. Bah oui, ils ont pas eu le temps de tirer leur dernier penalty. Ça m'a fait délirer. J'ai dit bah, franchement quel abus. Bref, est-ce que ça clôture le passage sur le match ou est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ouais, c'est bon. Non. Ouais. Bon, alors, on fait un petit check-up rapide de l'état mercato en cours. En termes d'arrivée, bah c'est facile, on a acheté personne. Donc on a Léon qui arrive. Voilà, c'est la passe D pour Diego León qui du coup, comme tu le dis, se trouve être la première signature de ce mercato, à savoir si ça sera la seule point d'interrogation. Donc c'est un jeune arrière gauche. Cet hiver, évidemment. Pour cet été. Voilà, et il arrivera pour la saison prochaine puisqu'il termine sa saison dans son club. C'est un arrière gauche de 17 ans, Diego León. A priori, un beau bébé.
moi personnellement, je le connais pas. Je sais pas. Je pense que personne le connaît. Hein. Ceux qui font les puristes, c'est vraiment des menteurs. J'ai aucune idée où est-ce qu'il pourrait se placer dans la hiérarchie entre Shaw et Malacia, si Shaw et Malacia sont toujours là l'année prochaine. Je pense que c'est un transfert à la Pellistri Ahmad. Tu le signes pour l'avenir, il vient, il s'intègre soit avec les jeunes, il s'acclimate un peu, surtout quand tu viens d'un autre continent, je pense qu'il va s'acclimater à la vie à Manchester qui est particulière. Ça va alterner entre les jeunes et peut-être un prêt, mais sauf s'il crève l'écran tout de suite. Un peu comme Malacia qui avait percé un peu sur ses premiers matchs. Le prix, on peut peut-être le rappeler, 3,5, 4 millions en sec et un bonus de 1 million de bonus, ouais. Apparemment 1 million de bonus facilement atteignables qui devraient pas avoir de mal. Un transfert qu'on attendait depuis longtemps. Des transferts comme ça, moi j'en veux 10 par mercato. Moi tu m'en fais 10 comme ça, des transferts à 5 millions. À 10, Et c'est surtout qu'on l'avait annoncé, la filière sud-américaine, on attendait, on l'a assez souvent charrié, même ici, parce que ça avait été annoncé et qu'on voyait rien. Ça, je pense, c'est grâce à, comment il s'appelle là, Christopher Vivel, le gars qui était à Leipzig et qui, pour l'instant, est encore en intérim. Apparemment, ça va lui proposer un poste avec le départ de Ashworth, donc à voir, mais c'est les réseaux comme ça qui sont intéressants. Manpower Adecco. Apparemment, il bosse chez Adecco, Manpower, le mec qui fait nos recrutements, je sais pas. Aïe. Donc bref, en recruté, déjà signé, en cours de signature, parce que c'est toi, Mohamed, qui précisait qu'on est au niveau de la visite médicale, qui a priori doit se dérouler là. Il est arrivé à Manchester, enfin ce que j'ai vu. L'officialisation ne devrait pas tarder. D'accord. Et après, il y a des rumeurs. On s'était dit peut-être qu'on commenterait juste ça là parce que c'est un joueur français qui viendrait du PSG. Donc il y a Colomani qui viendrait peut-être du PSG en prêt. Fais un effort parce que s'il vient chez nous. Pardon, qui viendrait peut-être en prêt. Du coup, pour l'instant, rien indiqué en termes de salaire. Est-ce que ce sera un prêt qu'on paierait intégralement, prêt partagé? Je sais pas trop ce que ça prendrait dans la masse salariale. Le PSG veut s'en débarrasser, donc encore un joueur comme Ugarte dont le PSG veut se débarrasser, donc ça serait cool d'arrêter de faire les poubelles des autres clubs. Si c'est pour gagner un joueur comme Ugarte, ça peut aller. Hein. Ugarte avec grand plaisir parce que c'est un joueur de qualité, mais Colomoni, perso non merci. Je ne suis pas fan du tout de ce joueur. J'en veux pas du tout. C'est le genre de joueur qui a un super agent parce que quand tu vois les clubs qui sont sur lui, tu te dis putain. Juventus, en gros, ce que je voulais dire, voilà, c'est qu'on sert juste de levier et qu'il ira à la Juve ou à Dortmund. La Juventus est apparemment le plus chaud sur le dossier, donc à voir, mais vu que ça a été relayé par David Ornstein, c'est très fiable, donc on est obligé d'en parler. Oui, ça fait un peu peur parce que du coup, c'est qu'a priori, à minima, on s'est renseigné où il nous a été proposé et on n'a pas rejeté sans se renseigner. Dans tous les cas, à minimum, on a un intérêt. Après, est-ce qu'il est fort, pas fort? Pour l'interrogation, mais on a un intérêt. Ça dépend de Zirkzee parce qu'il y a encore des rumeurs persistantes qui disent que la Juve est chaud sur le dossier, vu que Thiago Motta est l'entraîneur de la Juve et que c'est lui qui a fait de Zirkzee ce qu'il est aujourd'hui avec sa saison l'année dernière à Bologne, donc voilà. Mais après, on se fait de mal. Ils vont pas mettre voilà. Ils vont pas mettre d'argent. C'est surtout que le joueur a envie de rester et prouver sa valeur. Donc, s'il pose 40 millions et qu'il lui donne un salaire quasi équivalent, bien, il partira. Là, oui, bien sûr, il veut rester parce que ça fait même pas 6 mois qu'il est arrivé et que ce serait un désaveu complet pour lui. Je pense que cet hiver, surtout là, avec le match d'aujourd'hui, la dernière prestation là, face à Liverpool, les derniers matchs, je pense qu'il a envie de rester, il a envie de prouver. Puis surtout, le salaire, il est intéressant chez nous, mais 6 mois, c'est trop tôt, je pense. Ah oui, moi, Sauf Di Maria, où tu vois, catastrophe. Cambriolage, embrouillé avec... Mais Di Maria, il voulait pas venir à la base. C'était parce que le PSG, il y avait problème de fair play financier. C'est vrai qu'il est venu en cœur de base. Il voulait pas venir. Non, mais je veux dire, dans le sens, là, il a quand même le relationnel avec Amorim a l'air bon. C'est juste que voilà, il doit gagner sa place et il y a Ouloun qui est devant lui dans la hiérarchie. Mais sinon, voilà. Il n'y a pas de raison qu'il le pousserait à partir absolument, tu vois. Si on en retire 40, chose que je crois absolument pas cet hiver, si on reçoit 40, il part. Hein. Alors, vous savez quand même que la Juve n'a pas les liquidités, je pense.
Non, mais par contre, puisque tu parles de la Juve, vous savez quand même que des fois les transferts c'est des jeux de chaises musicales avec les agents, et que si la Juventus venait à récupérer le joueur du PSG, c'est-à-dire qu'ils ont leur attaquant, je sais plus son nom là, Vlahovic. Pays de l'Est, merci, Pays de l'Est avec son nom, qui lui du coup serait disponible et qui a déjà été leaké, son nom est sorti aussi sur le club chez nous. Alors a priori moins que Colomani, mais J'en quand veux même. pas pour 2 raisons. Vas-y. Il est raciste et il touche 22 millions. Non, je sais pas, maintenant on a plus de valeur, parce que quand c'était Greenwood, Arnautovic, on ne l'a pas recruté pour voilà. ça, si tu te rappelles. Hein. Oui. Donc, et Arnautovic. il touche 22 millions. Donc, autant garder Rashford. Hein. Mais après, je pense, comme il a dit, c'est des chaises musicales. Ils veulent s'en débarrasser, ils y arriveront pas. Je savais pas qu'il touchait 22 millions. Quand j'ai vu ça, je me dis, m'a surpris, moi aussi. bah oui, il bougera jamais, le mec. Personne va l'avoir. Et Rashford aussi, il partira pas. Après, tu as aussi le fameux. Ce qui peut aussi débloquer ça, c'est Kvara qui file vers le PSG, là. Tant mieux qu'ils viennent pas chez Donc, nous. ça peut lancer un peu. Plein de gens veulent qu'ils viennent chez nous, mais tant mieux, moi, il me fait pas. Il a fait qu'une seule bonne saison, hein, parce que on aime bien. Non, c'est pas dans ce sens-là. Dans ce sens, ça peut lancer le PSG qui va peut-être chercher à refourguer du coup plus rapidement Colomani ou la Juve qui va chercher à signer tel ou tel joueur. Ça peut faire un petit chaise musicale, tout simplement. Rashford peut aller à Naples. Ou Milan qui a l'air chaud sur le dossier. Mais personne ne peut payer. Si on peut juste mettre les bases, sauf catastrophe, non, sauf miracle plutôt. Sauf miracle, si pas de vente, on n'achètera personne de notre côté. Hein. C'est ce que il faut absolument vendre. C'est ce que je vous ai dit la semaine dernière. Je remets un peu le couvert. Alors, j'entends, c'est toujours pareil, mais a priori, on va signer comme un joueur déjà à 3,5 millions. Donc finalement, quand même, Mais c'est plus pour l'année prochaine, quoi. C'est pas pour cet hiver. Bah, si tu le signes là. 3 millions, ça n'a pas d'impact sur le FPF, tout ça, là. Ou très peu, en tout cas. Ah ouais, toi, tu veux vraiment tirer sur Ineos à coûte que coûte. Non, moi là, c'est ce que j'allais dire, c'est pas une question de tirer sur Ineos, c'est que moi, par contre, quelque chose qui me chagrine dans les leaks, et ça, Ineos y est pour rien, parce que les rumeurs de transfert, normalement, ils maîtrisent pas trop les rumeurs, normalement. C'est la presse. Voilà. Ce qui m'ennuie un peu, c'est que par contre, on n'est pas de leak pour des latéraux. Ça me gêne déjà plus. Ça me gêne de pas entendre. Alvaro, on est en train de chercher. Le leak, c'est plus les supporters qui le veulent. La fanbase, ouais. Voilà. Ouais. Plutôt, et moi, c'est ça qui me pose quand même actuellement un problème. C'est quand même qu'on n'a pas l'air officiellement, attention, après on sait que certaines négociations se font complètement de manière discrète, on le sait, mais pour l'instant c'est dommage de rien entendre dans le leak de ce côté-là. Ouais. Alors que c'est pas de chance, parce que de ce que j'ai entendu, un des meilleurs latéraux au monde vient de dire qu'il voulait quitter son club, puisque Kyle Walker a dit qu'il partait de City. Ça a été confirmé par Pep. Tu veux te positionner? Non, c'est une blague, je vous rassure. Hein. Je peux pas voir arriver un joueur de Manchester City pour faire réagir. Et surtout qu'il joue à droite. Ouais, non, mais là, je rappelle qu'on est dans un niveau où on a besoin des deux côtés. Hein. Donc, alors, certes, la priorité est à gauche. Là, il n'y a pas de débat sur la priorité, mais même un bon latéral à droite, je le prends actuellement. On en a besoin aussi. C'est info pour le côté gauche. Luke Shaw reprend le chemin de... Cet escroc. Ouais, mais ça va être aussi compliqué. Mais plus sérieusement, c'est vrai que je pense vraiment que, c'est sûr même, on est obligé de refourguer Rashford, Casemiro avant de pouvoir penser à acheter qui que ce soit, parce que t'as pas d'habitude, t'as toujours des... Vous êtes revenu à la raison, la semaine dernière, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Vous m'avez sauté à 3 dessus. Dis pas vous, je change. Vous étiez 3. Dis pas vous, je change pas mon fusil d'épaule. C'est le problème d'Ineos de sortir des capitaux pour remplir les urgences. Et je leur demande pas de remplir une équipe complète. J'aurais dit ce que j'ai dit la dernière fois. Je demande au moins un joueur. Mais là, on est 12. D'accord. Si Colomani vient, tu seras content alors. Tu veux non, je demandais un joueur latéral, un joueur d'un poste auquel on a besoin. Là, actuellement, on a déjà 2-9. On a besoin d'un attaquant puisqu'on marque pas de but. Bah là, si tu fais venir un attaquant qui met 12 buts en non, mais je vais au bout de son raisonnement. Mais je vais au bout de ton raisonnement. Qui nous bassine avec l'animation offensive, tu crois vraiment qu'on... Sinon, dans ce cas-là, on achète Osimhen. Quitte à prendre un mec devant. Non, mais Jérémy dit qu'il en commentaire, ça parlait de Guillaume Quérez, mais plus que de... C'est bien beau de rêver. Non, moi je suis qu'il y a un accord, il y a un gentleman agreement. Amorim ne prendrait aucun joueur du Sporting cet hiver. On a encore un club de gentlemen? Apparemment.
Enfin, c'est Amorim qui est plus gentleman que Non, mais moi, mes attentes envers Ineos sont pas changées. C'est-à-dire que quand tu mets un coach en place, tu lui donnes les outils dont il a besoin. Et j'attends que cette période de transfert, il ait au moins un outil. Non, mais tu disais, vous avez changé d'avis. Je te dis, j'ai pas changé d'avis. Non, il hérite d'une situation catastrophique et le fair play financier nous rattrape parce qu'on a fait des conneries sur les 5 dernières années. Je sais pas, Antoine, il explique. C'est à eux de vendre Casemiro et Rashford. D'accord. Oui, c'est ce que je dis. C'est à eux de trouver des solutions. D'accord. C'est leur taf. Mais comme c'est à notre taf de mettre des joueurs. Qui va acheter Casemiro qui touche plus de 20 millions aujourd'hui? Les Saoudiens. Donc c'est leur problème aussi. Et ils héritent d'un truc et c'est leur problème si. Ça fait partie de leur boulot d'avoir les connexions pour être capable de trouver un club acheteur. Le fait d'avoir prolongé Bruno à 30 piges à je ne sais quel salaire, ça sera leur problème dans 2 ans, 3 ans. Ok, mais Rashford et Casemiro, ils peuvent pas. C'est pas des magiciens. Mais c'est pas parce que c'est pas leur problème qu'ils doivent le laisser tranquille. Mais qui a dit qu'ils essayaient là, pas ils sont... on entend des ligues vers l'Arabie Saoudite pour Casemiro. C'est ce que en fait on te dit. C'est juste que même si c'est pas leur problème, à eux d'essayer de le résoudre parce que c'est eux là qui sont en gestion du club et du sportif. C'est pas ce qu'on dit. On te dit qu'ils c'est leur problème. Ils doivent les vendre. Non. La solution doit venir d'eux. La solution doit venir d'eux. Bien sûr que c'est pas si simple. La solution ne doit pas venir de l'extérieur. C'est à toi de l'initier. Quand Colomboigny ou Ugarte, c'est bien Georges Mendes et le club Enrique qui ont fait en sorte que là Colomboigny il est indésirable alors que pourtant il a quand même une bonne cote, tu vois. Oui, mais il touche moins de salaire, il est plus jeune. Mais Casemiro, comment tu le refourgues à 20 millions? Mais t'as le droit. T'as le droit déjà de payer une partie de son salaire pour le faire partir. Hein. Ça sera toujours mieux de payer une partie de son salaire pour le faire partir que d'attendre de le laisser comme c'est actuellement en tribune pour lui payer 100% de son salaire. Hein. C'est un droit. C'est un non-sens économique. Mais c'est pas un non-sens économique. On a failli le faire avec Maguire. Ça s'est joué à 4 millions, genre. Pour Maguire, on a failli le faire avec Maguire et on l'a fait. On l'a fait pour Wan-Bissaka. On lui a donné une partie du salaire restant. On lui a donné une partie de son salaire pour qu'il parte. On a le droit de faire ça avec Casemiro. On a le droit d'amorcer une solution. On a le droit. C'est leur boulot. C'est pas à nous de trouver les solutions à pas Ineos. Sinon, on achète le club. C'est à Ineos de trouver des solutions. Mais moi, j'attends que des choses se bougent de ce côté-là. Le problème que moi j'ai avec ça, c'est que vous avez une attente de résultats. Moi, j'ai une attente de moyens concernant Ineos sur cette partie du mercato. Vous attendez qu'ils réussissent concernant Casemiro et Rashford, alors que c'est impossible. Et donc, comme ça, tu vas dire à la fin du mercato, ah ben oui, mais je vous avais dit, Ineos, machin. Ben non, en fait, c'est trop simple. Ah non, à la fin du mercato, je te dirais, je trouve que la gestion d'Ineos aujourd'hui les meilleurs joueurs du monde aussi. Mais non, mais c'est... Je sais pas. En fait, là, il y a la vérité, elle est au milieu, tu vois. Non, la vérité, elle est pas chez vous. Elle est pas chez vous. Vous êtes elle est pas chez toi non plus. Mais elle est irréaliste. Alors, moi, tout ce que je dis, c'est que... juste qu'on veut qu'ils essayent. Et on le sait pas s'ils essayent ou pas. Mais on veut moi, c'est ce que je suis en train de vous dire, justement. Tu sais pas s'ils sont en train d'essayer et tu critiques. Gardons-nous de tout jugement et attendons-la déjà à la fin du mercato. On critique parce que tu peux pas... Enfin, tu vois bien la situation du club. Tu vois bien que là, le coach, c'est un nouveau coach avec des nouveaux pistons. Si le mec... On rappelle quand même qu'Amorim a répondu au club, je viens cet été. Ils lui ont dit non, c'est maintenant ou jamais. Si c'est maintenant ou jamais, tu sais qu'ils jouent en 3-4-3, tu sais que tu n'as pas les joueurs dans l'effectif. Il y a un mercato qui approche dans 2 mois. On y est maintenant, mais quand on l'a signé en novembre, c'est dans 2 mois. Normalement, tu as travaillé un petit peu en âme. Hein. Déjà, mais tu peux pas surtout ne pas lui donner du renfort pour au moins faire bonne figuration et essayer de sauver la saison. Mais c'est à toi de faire en sorte de les avoir. Et je rappelle encore une fois que entre. En fait, on se répète, tu vois, on dit la même chose, mais. On va pas Mohamed, tout à l'heure, tu as dit un truc, tu as dit, oui, c'est que 4 millions pour le jeune qu'on vient de faire venir, là, de Paraguay. Ok, c'est vrai, mais on a pris aussi à short pour 10 millions. 10 plus 4, ça fait 14. À 14, tu peux commencer déjà à réfléchir sur une solution. À 14 millions, par exemple. Retour Ineos. On va refaire le même débat que la semaine dernière. Comme l'avait dit, comme l'avait dit Antoine, tu peux aussi vendre des petits jeunes. Tu peux aussi vendre des petits jeunes et dégager tout de suite du cash. T'as le droit. Il y a des solutions. Oui, bah oui.
Collier qui a encore joué là, qu'on avait déjà fait jouer. Tirons sur Ineos. Non, mais ils connaissent mieux le foot que nous. C'est pas tirer pour tirer. Là. Justement, vous êtes en train de commenter un truc que vous savez très bien qu'ils sont meilleurs que vous et que nous de manière générale. Mais non, justement, on attend des résultats qui sont meilleurs que nous. Mais qui en hiver autre que nous, même. Il y a City qui va poser là 50 sur un défenseur de Lens de 20 ans et sur Marmouche. On joue pas. Poser 90 minutes. On joue pas au même jeu. Eux, ils trichent. Pourtant, ils ont. Ouais, mais eux, ils trichent, nous, on triche pas. Ouais, mais ils ont aussi des charges contre eux. Ils ont aussi des trucs. Faut trouver je vais pas dire des magouilles, non. Mais il y a des trucs à faire. Il y a des trucs à tenter. Ouais, mais eux, ils ont l'argent à dépenser. Et sachant qu'eux, ils savent vendre. Hein. Nous, on sait pas vendre. C'est quand la dernière fois qu'on a fait un mercato avec un seul position c'est grâce à Ineos cet été. Donc tu vois, ils font du bon boulot. Non, on était quand même négatif. On a dépensé. Oui, mais ils ont bien vendu. Ils ont mieux vendu que tout ce qu'on a fait les 10 dernières années. Moi, je te parle d'un mercato où ta balance est positive. En même temps, vu la qualité de nos joueurs, tu peux pas être positif. Ouais, voilà. Donc tu compares à Manchester City. Faut aller au bout du raisonnement. Faut pas prendre ce qui nous arrange. Faut prendre l'intégralité. Personne fait un gros mercato en hiver. Personne. Il n'y a aucun club qui fait ça. Pas... Mais non, vous, mais vous attendez. Vous attendez. Non, mais vous êtes hypocrite parce que vous attendez. On demande un joueur. Un joueur, c'est pas un gros mercato. Faut arrêter. Un joueur. Un arrière gauche, un latéral gauche, un piston gauche. Moins qu'un joueur, c'est pas de mercato en fait. D'accord. Prenons Alvaro Carreras. Prenons Alvaro Carreras. C'est pas la seule piste. Ok, d'accord. Prenons-le. On le prend. Qu'est-ce que ça va changer? Déjà, t'as un jour de rotation pour l'année prochaine. Avec lui, t'es un spécialiste du poste. Avec lui, on va jouer les premiers rôles? Non, mais t'es un spécialiste du poste. T'as pas Dalot qui joue piston gauche. Adama, je te réponds ce qui va changer. Déjà, tu as un joueur qui est formé pour jouer sur son côté, dans un système dans lequel il a déjà joué et qui pourra s'inscrire dans une rotation l'année prochaine, ou l'année prochaine, il n'arrivera pas avec 0 expérience, il sera déjà dans l'équipe au moment de faire la préparation, il sera déjà prêt pour une rotation. C'est un jeune et ça rentre dans le cadre des paris. Et en plus, c'est un prix qui a déjà été négocié par Ineos, où Ineos c'est OK pour mettre ce prix-là parce que c'est eux qui ont inclus la clause de rachat. Donc, c'est-à-dire que la valeur du transfert sur le joueur est acceptée par Ineos. Ils ont la même idée parce que c'est eux qui ont mis cette valeur-là. Donc, honnêtement, par exemple, cet exemple-là, pour moi, c'est OK. Non, c'est pas le transfert du siècle. Mais non, pour moi, c'est pas OK. Comme je l'ai dit dans le groupe WhatsApp, quand tu vas recruter un joueur, tu recrutes un titulaire. Tu recrutes quelqu'un qui va te faire passer un cap. Alvaro Carreras. À l'instant T, il est pas titulaire chez nous. Il te fait pas passer un cap. Il est pas meilleur que Dalot. Il te fait pas passer un cap. Moi, j'attends qu'un joueur. Il est spécialiste du poste et il joue sur son pied. Mais il est même pas plus fort que Dalot. C'est un mec qui déborde. Mais il est même pas plus fort que Dalot. Arrête, il est même pas plus fort que Dalot. C'est bien, on aime bien bander sur des. Quand même, il est meilleur que lui. Oui, on aime bien bander sur des vidéos et tout. Personne n'a vu jouer 10 matchs. À part des compiles et tout, machin. Certes, il a peut-être progressé. Mais il est déjà, si on est en discussion, si j'arrive à mettre Dalot et Carreras dans la même phrase, déjà ça sent pas bon. Normalement, on devrait dire ouais, mais c'est bon, Dalot, c'est sûr qu'on va plus jamais le revoir. Ça, normalement, c'est ton avis, ça. Mais avec un avis comme ça, alors t'achètes jamais un jeune dans ta vie. Tu prends jamais un pari sur un jeune, puisque un pari reste, c'est que si c'est un pari. Non, mais moi je fais pas un pari comme ça en fait. Moi, là, on a besoin d'un titulaire là au poste. Et lui, il vient. Alors, c'est peut-être là où on n'est pas d'accord. On n'a pas alors je vais apporter une notion de français qui est importante. On n'a pas besoin que d'un titulaire au poste. On n'a pas besoin que d'un seul joueur à gauche. Pour moi, on a besoin d'au moins 2 joueurs parce que j'espère, dans mon idée, j'espère que Shaw va quitter le club. Et il y a de fortes chances, j'espère aussi que Malacia quitte le club. Donc on n'a pas besoin que d'un joueur. Et tu vas pas acheter 2 titulaires. On parle là des 6 prochains mois. Parce que là, si tu veux dans les 6 prochains mois, je te l'ai dit, tu prends un joueur qui aujourd'hui va déjà jouer sur son poste à gauche, sachant que, par exemple, comme un cas aujourd'hui où Dalot vient de prendre un match de suspension. Par exemple, là, t'as carrément plus personne, d'accord? C'est OK. Le cadavre de Malacia. T'as le cadavre de Malacia, t'as une demi-personne. OK? Qui a pas Malacia aujourd'hui, selon le coach, ne peut pas tenir un match complet. Puisqu'il le sort systématiquement, il ne l'a pas fait jouer 90 minutes. À gauche et tu mets Ahmad en piston droit. Il y a des solutions. C'est pas Tenaga. Là, Morim, c'est pas Tenaga. C'est du bricolage. Ça reste du bricolage. Tu es en train de le dire toi-même, c'est du bricolage. Ma solution, c'est que tu as un joueur déjà où tu bricoles pas, qui va s'inscrire dans la rotation et qui a une marge de progression pour les années qui arrivent. Non, mais tu fais passer et en plus, mais ça t'en sert, puisqu'il a une marge de progression.
Le but du système d'Amorim, c'est justement de pas reposer aujourd'hui, Garnacho Mengu et Olun te font pas passer un cap. Mais c'est un pari pour l'avenir. Me dis pas, si tu recrutes un Nuno Mendes, un Gutiérrez, un Kerkez, machin, là où je veux en venir, c'est si tu recrutes ce type de joueur, tu sais que tu vas faire un step-up sur ce poste-là. Et Kerkez, on est sûr de ça? J'ai plus d'assurance sur Kerkez que sur Carreras, oui. Je te dis pas, c'est évident, mais en tout cas, j'en ai plus que sur Carreras. Si pour vous, vous en avez plus que sur Carreras. Non, c'est ton avis, t'as le droit. Mais je me dis, voilà, ce type de joueur, tu te dis, tu auras un step-up sur ce poste-là. Là, il nous pas le même budget. Là, ben voilà, mais moi je tiens pas à avoir de joueur. C'est vous qui tenez à avoir un joueur. Donc moi, si on reste comme ça, moi, ça me va. C'est vous qui voulez absolument avoir un joueur. Tu vois bien qu'il y a un problème à gauche quand même. Que ce soit Dalo ou Masraoui, j'ai pas dit le contraire, mais je reste dans la réalité. Donc tu fais en fait comme on a fait l'année dernière. On espère le retour de Shaw et Malacia et tu vires Reguilon alors que tu aurais pu avoir une solution à moindre coût potable, pas exceptionnelle. Non, c'est le club, c'est pas Ten Hag, c'est le club. Mais Ten Hag aussi n'en voulait pas. S'il voulait, il avait son veto. Parce qu'on lui a garanti que Shaw et Malacia allaient être de retour. Ouais, mais il avait son veto, il pouvait dire non. Donc bon, je veux pas parler de lui. Ouais, quoi qu'il en soit, il nous reste 6 mois à tenir et on n'a pas d'argent. Donc c'est les faits, ça c'est ce qu'on a. Si on arrive à trouver un joueur en prêt, ça me va, j'ai pas de problème avec ça. Mais si tu dois prendre Carreras, qui est une fausse bonne solution, tu vas le signer quoi, 4, 5 ans, 5 ans de contrat. Rien ne garantit que tu vas le revendre à 30, 40 millions. Et ça veut même pas dire aussi qu'il va t'apporter un step-up sur ce poste-là. Pour moi, il est même pas plus fort que Dalot. Mais ça reste mon avis. Peut-être d'autres seront pas d'accord avec ça. Donc, pourquoi faire ce move? Comme je te l'ai dit, parce que tu n'as pas besoin que d'un seul joueur, et que du coup, quand tu dis qu'il n'est pas plus fort que Dalot, tu peux le garder dans la rotation. Si tu prévois un titulaire à son poste, c'est la même chose pour ce côté gauche avec ce jeune. Tu le prévois dans la rotation à ce poste, sauf que lui, l'avantage qu'il a, c'est qu'il aura déjà joué, il fera la pré-saison, il sera là dès le bon moment, et tu auras une solution viable. En fait, c'est ça. Et ça t'empêchera pas d'acheter un titulaire après à ce poste, parce que de toute façon, il te faut plus qu'un joueur à ce poste. Qui dit que cet été, on ne recrutera pas deux arrière latéraux? Qui dit que déjà le Léon, déjà, il soit pas aussi prêt. Si tu dois en recruter deux, quel est le problème d'en recruter un dès maintenant sur les deux? Mais parce que reste n'est tout simplement pas bon en fait. Et tu vas pas mettre de l'argent déjà que t'as pas. Fondamentalement, là, on n'a pas cet argent. Sinon, on l'aurait mis. On n'a pas cet argent-là. Et tu es prêt à faire partir quelqu'un pour amener un mec qui va même pas te faire progresser. Moi, c'est pas ma vision. Je suis prêt à faire partir déjà deux personnes qui jouent pas. Casemiro, joue pas. Et surtout, Shaw et Malacia, t'es quasiment sûr à 100% que normalement, l'été prochain, ils sont plus là. Et puis, comme l'a dit tout à l'heure Mohamed, tu as le droit de vendre des jeunes. Par exemple, Armas, chez nous, tu as le droit de le vendre si tu le fais pas jouer. Tu peux acheter dès cet hiver un gars à gauche, comme ça, t'anticipes, ça t'évite d'en acheter deux cet été. Oui, mais si t'as l'argent, si t'as les fonds pour recruter Nuno Mendes. En fait, Alvaro, t'as 20 millions de clauses à lâcher. C'est pas Kerkez, c'est pas Nuno Mendes à 50-60. Il y a encore 20 millions, je crois que c'est moins que ça, non? C'est pas 17 16 millions de livres. Donc, tu fais la conversion, j'étais à 20-22, je pense. Bref, en tout cas. Je dis pas que c'est ce que je veux, je dis qu'il y a une solution. Il y a une idée, il y a une piste. Parce que les pistes Nuno Mendes, Gyökeres, c'est facile, tu le disais tout à l'heure, c'est sur FIFA. Nous aussi, on veut tous les meilleurs joueurs. Mais il y a une réalité. Peut-être dites-nous en commentaire de travailler un peu différemment. Dites-nous en commentaire pour ceux qui sont arrivés jusque-là, s'il vous plaît, si pour vous ce que vous feriez si vous le pouviez sur ce mercato, bien sûr très envisageable. Hein, on est en train de parler du fait qu'on n'a pas d'argent et qu'on parle actuellement là dans l'échange avec Adama de un joueur. On n'est pas en train de parler de monter une équipe FIFA. Donc dites-nous vous comment vous aborderiez la chose, si vous préférez finir avec ce groupe-là en bricolage pendant un an, si vous préfériez prendre un joueur qui rentre dans la rotation, si vous dites-nous comment vous abordez la chose, on lira. Non, sur les 6 prochains mois là, encore il reste combien de mois Non, t'as dit pendant un an. Bricoler pendant non, pardon, excusez-moi. Non, jusqu'au prochain mercato, l'été, pardon. Si ma langue a fourché, on parle bien du mercato maintenant jusqu'au mercato prochain, l'été. Sans oublier qu'on est encore en FA Cup, du coup, en Europa League, qu'on enchaîne les matchs tous les 3 jours. Donc, je te dis pas qu'on n'a pas besoin, on a un besoin. On n'a pas d'argent. N'oublie pas que cette année, on a été verni niveau blessure. Ouais, c'est pas à l'abri que le 31 janvier ou le 2 février, t'as une hécatombe.
Ouais, mais après, c'est aussi comment tu les as entraînés, etc., etc. Tout n'est pas dû à la malchance. Certes, mais ça peut arriver. Et des fois, il y a de la malchance. Il peut arriver, mais t'as 60 blessures dans l'année, c'est que de la malchance. Oui, c'était La un foudre, cas elle extrême frappe l'année pas dernière. 60 Mais fois ce au que je te même dis, c'est que endroit, cette donc année, c'est un autre bon. extrême. On a très peu de blessures. Cette année, tant mieux d'ailleurs. J'espère que ça va durer, mais t'es pas à l'abri. Oui, mais pour moi, statu quo, en fait, vu la situation que l'on a, on le savait, et je pense Amorim le sait aussi, le savait quand il a signé, c'est très bien qu'il allait pas faire grand-chose au mercato d'été, mais hivernal, pardon, et lui-même il a dit, il veut exploiter le potentiel inexploité, justement, Mais ça, c'est inexploité. comme ce que disait Ten Hag quand on lui a dit, ouais, Ronick, il a dit, il faut virer tout le monde. Et c'est de la langue de bois. Tu dis pas, bah non, ils sont tous nuls, je vais les Ben, pour virer. le coup, là, lui, il est pas spécialiste de la langue de bois, Amorim, là, il nous dit les Oui, choses. mais il allait pas venir et dire, ils sont tous nazes, je veux ramener tous mes Ouais, gars du Sporting ouais, de mais il cet l'a hiver. Ah répété, non. non, mais il l'a répété à nouveau, Oui, il a parce encore. il veut leur donner confiance et leur redonner confiance parce qu'ils l'ont perdu. Et c'est tout à son honneur. Mais tu vois bien qu'il y a des gars, même si tu veux les conserver, même si tu les relances et tu forces avec eux, ils n'ont pas le niveau United. Bien sûr, mais encore une fois, il y a pas d'argent, je vois pas comment il peut, recruter, Il y a des trucs à faire. Ça va il y pas a être pas de simple, mais truc il à y a des faire, trucs. vous rêvez, Mohamed, t'as oublié de citer qu'on aurait pu ouvrir une cagnotte Litchi pour aider Manchester United au recrutement, mais Là, je sais pas si visiblement, on c'est ferait pas. mieux que Ineos vu qu'ils arrivent à gagner des sous, des centimes partout. Donc, parce que en fait, moi ce que je vous reproche en fait, c'est que vous regardez que le prisme Manchester United. Ben en fait, faut regarder le marché en fait. Est-ce qu'il y a des clubs acheteurs? Est-ce que- Mais Tout simple, est-ce qu'il y a des clubs acheteurs? Parce que c'est bien beau il de n'y a dire pas de oui, club acheteur, mais il y a des joueurs, il y a des clubs intéressés. Ça veut dire qu'il y en a qui veulent pas qui est payer intéressé le par salaire de Casemiro? Rashford. Bah, t'as des clubs sûrement en Arabie Saoudite, mais qui veulent peut-être payer juste le salaire, mais pas de montant de transfert. À Rashford, t'as une pléthore de clubs là qui sont intéressés, mais bizarrement pas super intéressés, dans le sens où ils veulent un prêt, Parce qu'ils n'ont avec pas d'argent. prise en Mais charge. bon, eux aussi, ils doivent trouver des solutions. Parce Non, ils c'est ont pas surtout qu'ils d'argent. veulent pas. Bah, il y a une interrogation sur Rashford quand même. Mais, Qui veut être le club qui le relance et qui lui paye tout son salaire? il y a West Ils Ham veulent qui est une sur Rashford garantie. mais apparemment. parce qu'il n'y a pas d'argent non plus. West Ham, c'est un concurrent, on peut pas leur vendre. Non, mais je Moi, sais. je le vendrais même à Arsenal. Donc, Mais c'est ironique, c'est pas un concurrent West Ham quand même. mais en tout cas, Ouais. voilà, faut s'intéresser en fait aux autres. Les autres n'ont pas forcément aussi les liquidités à mettre. Mais non, vous voulez que Ineos, C'est un plateau à marché Jérémy. d'opportunités, le mercato d'hiver, on le sait tout le temps, tu le dis toi-même, personne ne fait de gros coups. Et Mais il y a des vous trucs attendez à qu'on fasse deux. tenter. Vous voulez Non, pourquoi qu'on deux? Un libère. Non, mais qu'on libère Casemiro et Rashford, qui sont deux ou, gros coups quand même. non, mais commençons déjà par où, et après, attention, ne retiens pas que la moitié des choses. On a parlé aussi de vendre des jeunes, ça a été dit plusieurs fois, t'as jamais rebondi. Par exemple, on a vu Collier jouer aujourd'hui, Si, il y a la semaine dernière, Armas qui est dans j'ai le dit lot. que j'étais pas On contre, peut, mais un moyen, moi je redis la même chose, Ineos doit trouver des moyens. Si Ineos vient et me dit, Voilà. nous le moyen c'était de vendre des jeunes parce que ces deux-là ils sont intransférables l'hiver, très bien, pas de problème, t'as trouvé un moyen, pas de problème. Je juge pas le moyen, j'attends juste que quand tu prends un coach dès le mois de début de novembre, parce que quoi qu'il en soit, il sera arrivé début novembre alors que le championnat commence fin août, donc honnêtement, quoi qu'on en dise, Amorim aura fait 80% du championnat déjà, tu dois lui filer dès le début au moins un outil. Tu dois lui dire, frérot, tu vas pas rester que en bricolage pendant 10 mois. si, C'est pas possible. si, parce que c'est toi qui te dis ça. Bah alors dans ce cas, Non, 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 dans ce attends. cas-là, t'as aucun objectif alors. Ben T'as non, aucun objectif en termes de parce que résultats dans ton championnat non, alors. mais parce que toi, t'as une vision très court-termiste. Et on l'a dit, on le répète, on a la vision 2028. Que tu le veuilles ou non, que ce soit réaliste ou non, ils le prennent dans cette optique-là. Là, comme je l'ai dit, moi, c'est l'année zéro. Ça ne marche pas. Oui, mais t'as Adama, je des suis arguments. désolé, le prends pas Mais mal. Ça ne marche pas en ouais. première ligue. Un coach, la moyenne de durée de vie d'un coach en première ligue, c'est 2 ans. Il aura déjà fait 10 mois. Je suis désolé, ça c'est du factuel, les gars. Un coach en Ok, première ligue, la moyenne, c'est 2 ans. Et d'ailleurs, on l'a vu cette semaine, il y a eu au moins 2 licenciements encore en ok, première ligue. Hein. Et donc, quoi qu'il en soit, ok. quand tu prends ta moyenne de longévité d'entraîneur, on ne dit à aucun entraîneur, les 10 premiers mois ne comptent pas. Donc, un entraîneur qui fait 2 ans, cette moyenne, elle tient compte que tu sois arrivé pendant le mercato d'été, pendant le mercato d'hiver ou en plein milieu de la On saison. prend même Ten Hag, hein, la saison catastrophe des blessures, c'était pas une excuse pour Ineos. Hein. Ils l'ont viré dès que les Ils l'ont résultats. viré 2 mois après quand ça allait pas toujours bon. pas. Donc Tanag, il a fait 2 mois et 2 ans. Il est pile poil dans la Ouais, moyenne. mais lui, Pourtant, Chez nous, mais lui, chez nous, il a fait plusieurs mercatos.
Là, il a fait 0 mercato. Tu penses déjà quand même à ce qu'il parte. Je te dis juste que la moyenne d'un coach, c'est 2 ans et qu'il aura déjà fait 10 mois et que si tu lui donnes rien dans les 10 mois alors que la moyenne, c'est 2 ans de coach, bah, ça veut dire que déjà, tu l'auras laissé bricoler la moitié de ton mandat chez toi et tu recrutes même pas un mec pour le laisser bricoler la moitié de ton mandat. C'est pas ma vision. Une moyenne, l'année prochaine, c'est pas une réalité. Mais bon, après, très bien. Si l'année prochaine, à la même période, on est encore à ce classement-là, tout le monde voudra de la tête d'Amorim. Là, oui. Là, je te dirais OK. Mais là, il a même pas ses joueurs. Il faut lui faire gagner. Et au lieu d'attendre l'hiver, au lieu d'attendre l'été, faites-lui gagner du temps sur son process. Et puis Adama, tu dis que ça nous concerne pas, mais attends, je suis pas d'accord sur un truc. Hein. Moïse, il a fait moins d'1 an. Van Gaal, il a fait un peu plus de 2 ans. Mourinho a fait un peu plus de 2 ans. Ten Hag a fait un peu plus de 2 ans. Je suis désolé, c'est exactement le process de ce qui se passe chez nous. Là, à l'instant, quand je disais ça, tu m'as dit qu'on l'envisageait pas comme ça, mais on est exactement sur ce timing-là, sur tous les coachs qui sont passés chez nous. Avec l'ancienne direction. Il y a une nouvelle direction, que tu le veuilles ou non, que tu y crois ou non. La nouvelle direction, elle a bazardé un coach en 1 an et demi. Ça sera pas un changement du tout au tout, Adama, surtout à Manchester avec la pression. Mais je te dis pas qu'il aura un blanc-seing et qu'on va le laisser travailler pendant 10 ans, même s'il fout la merde. Mais il y a une réalité à prendre en compte. Il arrive en cours de saison, le mercato hivernal, on peut pas faire grand chose. Ils vont lui donner plus de moyens cet été. Il va mettre les choses en place. Et voilà, c'est vous qui avez des attentes irréalistes. Oui, mais ça veut dire que vous voulez forcément un coup ou des coups cet hiver. On veut qu'il y ait du travail. Mais ça veut dire que toi. Mais tu peux avoir travaillé sans avoir signé en fait. Donc cette saison, tu la bazardes, tu t'en fous. Mais elle n'est pas bazardée en fait. La saison n'est pas encore terminée. Et avec les joueurs qu'on a, les joueurs qu'on a. Ton coach bricole, il est 14e et dans tes 14e, ton coach a sa part de responsabilité. T'étais prêt à garder Ten Hag avec cet effectif-là jusqu'à Noël. Tout à fait. Souviens-toi, je n'ai pas changé jusqu'à Noël. Mais donc Noël est passé déjà. Mais donc ça change quoi en fait là? Ok, tu changes de coach. Ok, d'accord. Mais ça change quoi? Donc c'est-à-dire que tu bazardes quand même la saison. Un nouveau coach, t'as un peu plus d'espoir quand même de sauver la saison. Et bah tu sais quoi, je vais te répondre aussi quelque chose de très simple. Si tu veux bazarder la saison, bah justement tu laisses le coach. Ok. Adama, on travaille déjà pour l'année prochaine. On a déjà bazardé celle de l'année dernière. Non mais là elle n'est pas bazardée. C'est vous qui. Non, je te pose la question. Vous le voyez comme vous voulez. Parce que tu me dis on est court-termiste, on n'est pas réaliste. Ça veut dire que toi tu t'en fous. Le classement cette année, tu t'en fous. T'essayes pas de rattraper un wagon européen. Bah justement, avec l'effectif actuel, tu peux remonter parce que on sous-performe. Antoine dira que non, on a notre position parce que les chiffres. On sous-performe quand même. On sous-performe. On est encore en course en Europa League. On est en course aussi en FA Cup. On a juste la Coupe de Ligue où on a sauté. Je vois pas ce qui a bazardé. Alors, je réponds à ta question juste que tu as posée avant cette phrase. Tous les tableaux avec cet effectif. La différence en ayant bazardé Erik ten Hag au Boxing Day, d'accord, c'est que quand tu récupères ton coach, il joue quelques mois et il a un mercato qui arrive dans lequel tu peux lui donner des outils. Là, tu as récupéré un coach, il y a un mercato qui arrive et dans ta logique, tu lui donnes aucun outil. Et tu le laisses finir après une saison complète comme ça. Dans un monde où on a des moyens. C'est ça que tu veux pas. Les gars, en fait, on n'est pas d'accord et on se répète depuis tout à l'heure. Mais tu veux pas entendre qu'on n'a pas de moyens. Mais alors si, puisque je t'ai dit que c'était à Ineos de trouver des solutions. Je suis pas en train de te dire qu'ils doivent faire un chèque en blanc. Je suis juste en train de te dire ils doivent trouver des solutions pour avoir des moyens. Et comme l'a dit Mohamed, à eux de trouver des moyens. Et comme l'a dit Mohamed, il a eu raison aussi. C'est qu'un mercato, ça se prépare et qu'on est arrivé au mercato, donc il a dû être préparé. Il a dû être anticipé. Je rappelle que Ineos a publié publiquement, ils ont dit qu'ils avaient un plan d'urgence quand chez Ten Hag ça allait pas, qu'ils savaient ce qu'ils allaient faire. Quand tu sais ce que tu vas faire, c'est pas juste un nom sur une tête de liste. T'es une vision d'entreprise qui joue avec des millions. T'es censé avoir un peu de vista sur les mois qui arrivent. On ne parle pas d'une dizaine d'années, hein. Les mois qui arrivent. C'est tout. C'est pas déconnant. Juste parce que on a recruté personne. Vous êtes en train de, c'est ça votre constat qui dit que ils travaillent pas, que c'est comme. C'est pas ce qu'on dit, Adama. S'ils n'arrivent pas à trouver de moyens, parce que là, s'ils n'arrivent pas à trouver de moyens parce que la situation est vraiment catastrophique. Bah, tu peux rien faire. Mais le but, c'est d'essayer de te faire quelque chose. Encore une fois, ça veut dire qu'il y a la possibilité qu'ils ne signent personne. Qu'est-ce qui te dit qu'ils ne le font pas actuellement? Rien. C'est des supputations. On fait des hypothèses. On te dit juste que. Vous critiquez un truc que vous savez pas. Bah, c'est qu'aujourd'hui, on aimerait quand même entendre certaines nouvelles en termes de recrutement.
C'est quand même un droit. Enfin, c'est quand même un droit de te dire, ou par exemple, puisqu'on essaye, je suis désolé, on va revenir sur ce sujet parce que c'est un des seuls. Romano et demande-lui s'il y a des rumeurs. C'est un des seuls moyens qu'on connaît. Vendre des jeunes aujourd'hui. Si on n'arrive pas à vendre des jeunes, je suis désolé, c'est problématique. Des jeunes qui en plus, par exemple, on fait jouer en équipe A, Collier, il peut partir à la vente. Hein. Vu qu'on a vendu au mercato dernier sur les jeunes qu'on a fait jouer, Collier il peut partir à la vente. Tu vas voir Armas il peut partir à la vente. Van Nistelrooy, tu leur dis tiens, Collier il est dispo, en plus il avait l'air de l'aimer, 5-6 millions c'est réglé. Tu peux. T'as quand même des choses à faire. Mais pour faire quoi après? Ok, d'accord. On vend Gore, on vend Hamas, on vend Collier, ce que vous voulez. Ok, on récupère. On vend quelques-uns. On récupère 20 millions. À réinjecter tout de suite. Ok, avec 20 millions, aujourd'hui, tu recrutes qui? Alvaro, par exemple. On en a parlé. Okay. À l'instant, t'as bazardé 3 joueurs pour récupérer Alvaro. Moi, j'arrête là. Oui, j'arrête là, pardon. Tu vends 3 joueurs que tu utilises pas. On s'est répété, mais moi, j'arrête là. C'est-à-dire que tu vas vendre Hamas, Collier et Gore, par exemple, machin, 3 joueurs pour récupérer un mec que t'as laissé partir il y a 6 mois. Ah non, mais ce qui te dit, c'est que normalement, t'as réfléchi à des pistes, donc t'as potentiellement une piste A, B, C, à tel ou tel poste. Tu sais que si t'arrives à vendre... J'abandonne, les gars. Il t'abandonne, mais... C'est pas grave, mais de toute façon, il faut s'arrêter là, parce qu'on se répète. Tout à fait. On est en fin de podcast. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, ce que vous aimeriez voir arriver avec les moyens du bord, les moyens actuels. Ils ont déjà arrêté à ce moment-là. Et je pense qu'on est bon. On termine juste sur le prochain match, Southampton, en milieu de semaine, on joue jeudi soir. Donc normalement, c'est un match qui quand même, où on doit quand même sortir avec un résultat, puisqu'en ce moment, c'est un peu un paillasson de la première ligue. Donc, ça va être un vrai test, dans le sens où là, c'était 2 gros rendez-vous. C'est plus facile d'être motivé à la maison face à Southampton, où normalement, tu as gagné avant d'avoir joué. Il faut voir la mentalité des joueurs. Peut-être petite pression sur le match qu'on n'a pas indiqué. Martinez semblait touché à la fin du match. J'espère qu'il sera fit pour le prochain, qui arrive quand même assez rapidement. Je suis pas très confiant pour Southampton. Vous allez dire, mais attends, quand c'est Liverpool et tout, il dit on va les taper. Bah oui, justement, là, je suis. C'est ce que je dis, c'est plus facile d'être motivé face aux gros. Ouais. Et encore, on n'a pas gagné, hein, comme on l'a dit, on a fait deux nuls. Hein. Bon, on se qualifie aujourd'hui parce que ça reste 2 nuls. Écoutez, je vous propose de terminer juste sur un pronostic. T'es pas confiant, tu annonces quoi? Victoire, défaite, match nul? Je pense quand même qu'on va gagner, mais mon pronostic, c'est un match nul. Mais match nul. Je pense qu'on va gagner. C'est la lanterne rouge, je crois, Southampton, non? Ouais, c'est la lanterne rouge. Moi, j'annonce comme une victoire. En plus, là, normalement, ça va un peu mieux dans les têtes. Ouais, victoire. Il n'y a pas minimum 3-0. Je crois au mental. Je suis moins confiant que contre Liverpool ou Arsenal quand je dis on va les taper. Je suis vraiment moins confiant. Parce qu'on est capable de gagner et de perdre, en fait. Ouais. C'est pour ça qu'on supporte ce club, parce qu'on est capable de tout. Ah bah putain. Moi, j'ai dit qu'on gagnait, moi. Eh bah écoutez, ça va être les mots de la fin. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous ont écoutés jusque-là, et on se retrouve normalement le week-end prochain. Merci à vous. Salut.